Salut bande de gens. Alors comme annoncé lors du bilan de mon tour du monde, une de mes grosses envies c'était vraiment de continuer à faire des vidéos. Alors une des choses qui m'avait fait tenir pendant le confinement et depuis le déconfinement, c'est vraiment de repenser à tous ces extraordinaires moments que j'avais pu vivre pendant un an. Et malgré toutes les vidéos que j'ai pu faire, je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de moments qui m'avaient marqué et qui m'ont fait me poser des questions dont j'avais pas encore parlé. Maintenant que j'ai le temps d'y réfléchir sans la frénésie du voyage, je me dis que j'ai vraiment envie de pouvoir partager mes pensées et mes réflexions. Ouais, ou plutôt les réflexions du groupe. Alors tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ce ne sont vraiment que mes avis. Ce sont des réactions que j'ai eues à des moments donnés et des réflexions que je me suis faites en faisant des recherches ou en discutant avec certaines personnes. J'ai aucunement la prétention d'avoir la vérité générale sur quelque sujet que ce soit. Ça va plutôt être des points de vue et des questions ouvertes. Et d'ailleurs, je vous mets en description tous les liens dont je me suis servi pour cette vidéo. Sans plus attendre donc le sujet de cette première vidéo. Lorsque j'étais en Indonésie et à Bali plus précisément, j'avais rejoint pour une journée un groupe pour faire la visite de différents sites de l'île. Donc on était allé aux rizières de Jatiluwih, au temple Bratan et à la cascade Munduk notamment. La dernière visite qu'on a faite en fait c'était le centre de production d'un café, le Kapi Luwak. Moi à la base j'aime pas du tout ça le café, donc je n'avais vraiment jamais entendu parler. Mais en fait il s'agit vraiment du café le plus cher du monde, de 100 à 600 $ le kilo. Alors le prix de ce café se justifie vraiment par sa rareté et son goût. Mais pour mieux comprendre la raison de son succès, il faut revenir un peu en arrière pour découvrir son histoire et comprendre son procédé de fabrication. Alors, est-ce que vous connaissez le luwak tout d'abord? Ah merde, il a raison là. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit aparté. Il s'agit en fait d'un petit mammifère carnivore plus connu sous le nom de Paradoxurus hermaphroditus. Ouf, je croyais qu'il réagirait sur hermaphroditus. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce petit animal qui vient d'Asie du Sud-Est? On va revenir au XVIIIe siècle lorsque les Néerlandais ont ramené du café venant de Yémen dans leur colonie d'Inde orientale, et plus précisément sur Java et Sumatra, deux îles de l'actuelle Indonésie. Alors bien sûr, ils ont interdit à leurs esclaves de consommer le café, sauf que eux, ils ont trouvé autour des plantations des graines de café dans l'excrément d'animal. Je vous laisse deviner lequel. Et merde. Le luwak a une alimentation basée sur des petits animaux et des fruits, dont les baies de café. Sauf que les graines, en fait, elles vont traverser son système digestif sans être abîmées et elles vont se retrouver dans son excrément. Et comme les locaux, ils voulaient absolument goûter ce précieux breuvage, eh bien ils ont ramassé ces graines et ils s'en sont servis. Sauf que ce procédé-là, en fait, il va libérer les saveurs du café et lui donner un goût unique. C'est très rapidement que les Néerlandais vont s'en rendre compte et qu'ils vont en faire leur poule aux œufs d'or. Et depuis, de par sa méthode de production particulière, sa rareté et son goût unique, le prix de ce café a vraiment atteint des sommets. De retour à notre visite, on avait vu à l'entrée une grande cage avec deux luwaks à l'intérieur qui avait vraiment l'air plein de vie. Du coup, sur le moment, il n'y a vraiment rien qui m'a paru étranger. J'ai eu aucun problème à rentrer et à aller goûter ce fameux breuvage. J'aime toujours pas le café, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et c'est seulement une fois rentré que mon super meilleur ami m'a ouvert les yeux sur ce business et que j'ai fait quelques recherches. Qui dit produit rare et délicieux dit grosse production. Mais qui dit grosse production faisant intervenir un animal dit surexploitation et esclavage du luwak. Et quand je dis esclavage, c'est vraiment pas un euphémisme. Si je m'en tiens vraiment à la visite que j'ai faite à Bali, j'ai vraiment rien à redire à tout ça. Sauf que c'est vraiment qu'une vitrine qui cache un réel business qui va nuire au luwak, d'autant plus quand on ignore certains facteurs. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'Indonésie c'est vraiment le troisième producteur au monde de café. Donc quelque part, ils sont obligés de garder intacte cette économie. Au début, tout allait bien quand les graines étaient ramassées naturellement dans la nature dans les excréments de luwak. Sauf qu'avec la demande qui a explosé dans le monde, les producteurs ne peuvent plus perdre de temps à aller dans la forêt pour ramasser les crottes des luwak. Du coup, l'idée du siècle, ça a forcément été d'aller capturer le luwak, de l'enfermer dans des cages, de le gaver de pets de café et de faire en sorte que la production augmente. Alors bien sûr, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que les cages dans lesquelles les luwak étaient enfermés, elles ne faisaient pas 36 mètres carrés, loin de là. Donc voilà de quoi on parle ici. Pour moi, c'est clairement du braconnage, parce que même si ça n'a pas vocation à les tuer à la base, mettre le luwak dans de telles conditions, ça va forcément amener à ce résultat funeste. Alors, outre le fait qu'enfermer n'importe quel animal est dégueulasse selon moi, il y a quelques points à savoir sur le luwak. 1. Il s'agit d'un animal nocturne.
pour attirer les touristes ignorants. Comme moi. Afin de les attirer dans leurs enceintes, les propriétaires vont exhiber les louacs dans des cages en plein soleil, en pleine journée. Et bien sûr, ils vont les empêcher de dormir. Je vous laisse seulement imaginer l'impact que ça va avoir sur le louac d'avoir son rythme de vie changé, de se retrouver en plein cagnard, enfermé et à la vue de tout le monde. Et honnêtement, maintenant, me dire que j'étais témoin de cette scène, ça me dégoûte d'avoir participé à ce business. Il s'agit d'un animal qui n'est pas exclusivement frugivore. Et bah oui, il mange des petits animaux, entre autres, et plein d'autres fruits en fait. Et du coup, le louac, il va plus avoir tous les apports nutritifs dont il a besoin. Ça va énormément impacter et son physique et son moral. Il s'agit d'un animal solitaire. Alors il est dans des cages, des fois avec d'autres, et dans le meilleur des cas, il se retrouve dans une espèce de jardin. Alors un jardin, vous allez me dire que c'est pas si mal. Sauf que le louac est un animal solitaire. Et lorsqu'il se retrouve avec d'autres de ses congénères, ils vont avoir tendance à s'attaquer et à se blesser les uns les autres. Il s'agit d'un animal qui a besoin d'espace. C'est un animal sauvage, ça ne peut pas rester enfermé. La plupart du temps, on va retrouver le louac dans des enclos de 2 mètres sur 1,5 mètres. Pour un animal qui a vraiment besoin d'espace, c'est juste une torture. Et du coup, son enclos consiste seulement d'une gamelle où mettre la nourriture et un trou dans lequel il va faire ses besoins pour que ce soit plus facile pour les braconniers, bien évidemment, d'aller chercher les graines de café. Lors de reportages cachés, on a pu constater des signes de dépression chez cet animal. Il va faire les 100 pas dans sa cage, il va tourner en rond et il va se laisser mourir lorsqu'il est blessé. Blessure parfois due à une automutilation de sa part. Lorsque c'est le cas et que les propriétaires arrivent seulement à s'en rendre compte, ils vont les relâcher dans la nature pour qu'ils puissent se soigner eux-mêmes. Et ensuite, ils les recapturent. Bah oui, attendez, ils vont pas faire ça pour être sympa, les mecs, ça coûte cher, c'est ton louac qui meurt. En plus de pouvoir produire rapidement une grande quantité de graines de café, votre raison de cet esclavage, c'est d'être sûr de la pureté du produit. Parce que comprenez bien, si on avait dû récupérer les graines de café dans la nature, elles auraient été mélangées dans le système digestif du louac, avec des insectes et d'autres fruits. Ça aurait été absolument scandaleux. En plus, ça a été prouvé que c'est même pas sûr que ce soit vraiment meilleur dans ces cas-là. Parce que dans la nature, le louac, il va aller sélectionner de lui-même les meilleures graines, et en plus, il n'a pas tout le stress de la captivité. Ce qu'il faut aussi savoir en Indonésie, c'est qu'il faut une licence pour capturer le louac, qui est seulement dans un certain nombre. Et en plus, il existe des campagnes pour le bien-être de cet animal. Aujourd'hui, sur l'échelle d'extinction d'une espèce, le louac est au niveau de préoccupation mineure, voire plus. Ce qui montre bien au final que les lois et les campagnes qui sont mises en place sont pour l'instant inefficaces. Alors c'est déjà très bien qu'il existe des initiatives de campagne et que des lois commencent à être créées pour encadrer cette production. Mais au final, il est clair qu'il faut faire beaucoup plus parce qu'on ne sait pas quel va être l'impact de l'extinction d'une espèce sur l'environnement. Et en plus, ça va avoir un impact fort sur l'économie du pays et de surcroît sur des millions de vies locales. Et malheureusement, afin de les convaincre d'arrêter tout ceci, il faut leur montrer que c'est eux que ça va impacter en premier si jamais le louac venait à disparaître. Aujourd'hui, les demandes de capilouac sont tellement hautes que même cet esclavagisme ne suffit plus. C'est pourquoi pour les clients lambda, on va leur fournir un café mixte, c'est-à-dire un café avec des graines qui proviennent de louac captifs et de louac qui sont dans la nature. C'est-à-dire que non seulement les mecs ils vont profiter du louac et le maltraiter, mais en plus par derrière ils t'entubent. Et le prix reste le même. Au final, l'exporteur sur place lui-même ne peut pas dire avec 100% de garantie que le café est pur, parce qu'en fait le café il va refiler par un collecteur qui va le récupérer on ne sait où, et on ne sait pas si un mélange a été fait et surtout où. Alors au final, c'est qui est à blâmer dans l'histoire? Est-ce que c'est le braconnier qui va venir capturer illégalement le louac? Est-ce que c'est les fermes qui vont les enfermer dans de minuscules enclos et les maltraiter? Est-ce que c'est les collecteurs qui vont récupérer les graines on ne sait où et on ne sait comment? Est-ce que c'est les exporteurs qui vont envoyer le produit à leurs clients sans être sûrs à 100% d'envoyer le produit demandé? Ou est-ce que c'est les clients informés ou non de tout ce business qui vont juste demander à goûter cette boisson divine? Lors de débats sur le bien-être animal, on m'a souvent dit que les locaux qui exécutent ces actes, ils le font uniquement parce que c'est un moyen lucratif de vivre pour eux. Et que de venir avec ces gros souliers, c'est vraiment facile, surtout en disant que telle ou telle méthode n'est pas correcte ou éthique et de venir leur retirer le pain de la bouche. Je trouve l'argument assez intéressant dans le sens que quand tu as une vie correcte dans un pays occidental et que tu peux voyager, il est vraiment très facile de venir faire la leçon à des gens qui ne font que survivre et qui au final te donnent seulement ce que toi tu demandes. On ne peut pas avoir et le beurre et l'argent du beurre. On peut pas venir quelque part interdire à des gens de vivre, surtout quand derrière on fait rien pour les aider. Et surtout quand il y a d'autres moyens que le capilouac de participer à une économie locale.
Mais en même temps, est-ce que maltraiter même dans ce contexte un animal comme le louak est correct? Car certes, les locaux ils vont faire ce que toi tu leur demandes, mais est-ce que ça justifie ces actions? Je souhaite vraiment défendre personne ici, mais c'est vrai qu'au final on peut se demander qui est le plus fautif. Alors c'est vrai que si on arrive à casser n'importe laquelle de ces étapes, plus de trafic. Mais d'un côté on a ceux qui maltraitent cet animal pour gagner leur argent et vivre, et de l'autre côté on a les occidentaux qui profitent de ces denrées rares et qui vont demander que cette production continue. Reste à savoir si les clients sont au courant, refusent d'ouvrir les yeux, ne se posent pas de questions ou ignorent juste tout. Pour ma part, j'ignorais vraiment tout ce trafic, mais clairement j'aurais dû m'en douter. Et ça m'énerve vraiment d'avoir participé à ce business en buvant une tasse de Capi Louak. Surtout qu'à ce moment du voyage, je pensais être devenu plus malin et ne plus être le touriste pigeon. Sauf que les mecs là-bas, ils sont bons et ils veulent pas que vous soyez au courant, car ils se rendent bien compte qu'on a beaucoup plus le souci du bien-être animal qu'avant. Et du coup, il y aura toujours un moment où on pourra encore se faire avoir par nous. Et c'est pourquoi je me dis que ce qui compte, ça va être de répandre l'information, que les gens sachent d'où viennent les produits qu'ils consomment et qu'ils sachent l'impact que ça a sur les animaux et sur l'environnement dans son ensemble. Car importer ce genre de produit entraîne aussi de longs trajets en bateau ou en avion, bref, des transports qui polluent. Consommer local est vraiment ce qui compte, mais ça, c'est un autre sujet. Au final, j'espère que les gens arrêtent de boire du Capi Louak et de casser cette chaînerie. On n'a pas besoin de tout de suite, et un produit comme le Capi Louak a tellement plus de saveur s'il reste rare et non commercial. Et pour ma part, Silop va simplement ramasser les graines en forêt sans menacer de mort le louak. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie que les locaux n'aient plus de quoi subvenir à leurs besoins. Donc quelque part, pour contrer ça, ce que j'ai essayé vraiment de faire, c'était d'aller manger dans des boui-boui, hors des circuits, d'aller sur les marchés, de prendre des guides locaux qui connaissent parfaitement l'endroit où ils vivent. Bref, de savoir à qui je donne l'argent, de vraiment voir à quoi ça va servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté les informations que clairement moi j'avais pas. Alors oui, clairement je suis contre ce genre de pratique et je suis prêt à boycotter ce genre de produit. Mais tant que des lois plus strictes n'existent pas, il faut que les gens décident eux-mêmes d'agir. Mais pour ça, il faut qu'ils soient informés et qu'ils apportent leurs propres réflexions. Car au final, c'est tous ensemble qu'il va falloir assumer les conséquences de ce genre de pratique, même si c'est pas notre choix personnel. Je préfère essayer de convaincre les gens réticents plutôt que de les juger sans rien faire. Ouais, mais au pire, on leur chie dans la bouche. Nos choix sont comme le battement d'aile d'un papillon. Oui, bon bah c'est bon, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant.